BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine. Les commerçants suivent régulièrement les prévisions météo ou plus simplement scrutent le ciel. Pourquoi ? Pour prévoir la fréquentation de leur magasin ou de leur terrasse. Nous avons aujourd'hui deux invités en plateau dont l'activité est tributaire des conditions météo. Nous allons voir avec Cédric Guiraud, directeur général adjoint de Cache Piscine, et Lorraine Pusch, fondatrice de la marque éco-responsable de maillots de bain Posidoni. Quelle est l'influence réelle du beau temps sur leur chiffre d'affaires? Arnaud Tizi, notre expert directeur général adjoint d'Altavia Aura, nous accompagne. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Heureuse d'accueillir à ce micro Cédric Guiraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Cache Piscine. À mes côtés également Lorraine Pusch. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes fondatrice de la marque Posidoni et à mes côtés également, Arnaud Tizi, bonjour, directeur général adjoint d'Altavia Aura. Bonjour. Alors Cédric Guiraud, en 2023, environ 125 000 piscines ont été vendues dans l'Hexagone. Le marché est en repli par rapport au pic d'activité de l'année 2021. Ce ralentissement devrait durer d'ailleurs jusqu'en 2025. Alors j'imagine qu'avec la fraîcheur et la pluie de ce printemps, ça améliore pas la situation. Est-ce que vous faites le même constat ? Oui, on peut faire le même constat. Cela dit, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la construction et aux nouvelles piscines. Le marché globalement de la piscine est un marché qui est résilient, notamment chez Cache Piscine. Nous avons 4 grands piliers qui sont d'abord la construction, mais on a aussi une grande activité de rénovation, puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près 10 ans, sur les premières vagues de canicule, il y a eu des première vague de construction. Donc maintenant, ce sont des piscines qui doivent aussi se rénover. Donc ce parc de piscines est présent, on doit s'en occuper. On a aussi un pilier qui est très important sur l'équipement annexe. Un pilier qui est essentiel pour nous, qui est l'entretien de la piscine, donc le traitement de l'eau, qui lui, en fait, le parc grossit d'année en année, donc les besoins de traitement de l'eau et d'accompagnement sur le traitement de l'eau sont toujours aussi présents et même croissants d'année en année. Et enfin, après, on a toujours un autre pilier qui est sur la piscine hors sol, démontable facilement, qui elle est un peu plus météo-sensible, effectivement. Et si on parle du parc existant, effectivement, il y a plus de 3,4 millions de piscines en France, donc partagées entre bassins enterrés et hors sol fixe. Quelle est la période de pic des ventes pour les ventes de piscines en kit ? Alors, les ventes, ça, ce sont ce qu'on qualifie, nous, de projets. Donc, c'est un petit peu similaire, d'ailleurs, à la rénovation. Donc, quand on est dans un projet, on est dans un cycle de réflexion qui est beaucoup plus long. Et pour le coup, lui, qui est un peu moins météo-sensible. Ce sont des réflexions qui sont plus longues. On commence à avoir des échanges avec les potentiels clients, les prospects, souvent sur des périodes comme septembre-octobre. Et après, ça vient se concrétiser sur le début de l'année d'après, où là, en fait, les clients ont réfléchi et sont prêts à passer à l'acte et à concrétiser leur projet. Alors, suite à des situations de sécheresse inédite, 9 communes du Var ne donneront pas de permis pour des piscines privées jusqu'en 2028. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait interdit la vente de piscines hors sol dans les Pyrénées-Orientales en 2023. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, au moment de l'inflation et ces décisions qui viennent finalement entraver votre commerce et stigmatiser un peu le secteur ? Oui, le secteur s'est retrouvé un petit peu stigmatisé. Après, il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. Comme je vous disais, il y a quand même 3,5 millions de bassins qui sont là pour être équipés, entretenus. Je pense que la profession s'est énormément organisée, notamment au travers de la Fédération des professionnels de la piscine, qui a su faire énormément de démarches auprès des autorités pour on va dire, contrebalancer tout ce qu'il y a pu y avoir. Il y a même d'ailleurs, à l'heure actuelle, pas mal de campagnes de pédagogie autour de la bonne utilisation de la piscine. Il faut savoir que le nouveau parc, enfin l'utilisation d'une piscine, c'est 7 mètres cubes par an, ce qui reste assez anodin comparé à d'autres. Ça a nettement réduit alors, il y a quelques années. La consommation moyenne d'une piscine a été réduite de 45-50% sur les 20 dernières années. 45% en 20 ans, c'est considérable. Oui, c'est considérable. Après, c'est un marché qui est très jeune, la piscine en France. Même si c'est le deuxième marché mondial, c'est un marché qui a à peu près 20-25 ans, globalement, qui s'est structuré. Donc, ces innovations arrivent, elles continuent d'arriver, et nul doute que la piscine vertueuse aussi a de beaux jours devant elle. Lorraine Pusch, j'ai toujours pensé que le pic des ventes de maillots de bain se situait un peu avant l'été, mais ce n'est pas le cas. Dites-nous quelle évolution et pourquoi ce constat ? Oui, effectivement, on constate une nette augmentation des ventes durant l'hiver. Déjà parce que le trafic aérien a repris en 2024, quasiment à l'identique qu'en 2019. Donc ça, effectivement, on voit beaucoup de gens qui partent et qui nous le disent, beaucoup de clients qui commandent en ligne et qui nous disent qu'ils vont passer leurs vacances d'hiver au soleil. Et après, il y a tous ceux qui vont passer leurs vacances d'hiver
du coup à la neige et beaucoup vont dans des spas. Et on a énormément de spas qui nous contactent, des hôtels qui développent de nouveaux spas pour justement et qui nous demandent des maillots de bain. Voilà. Et effectivement, le secteur du maillot de bain qui est en pleine expansion avec un taux de croissance annuel moyen de 6,3% jusqu'en 2026. Oui. Et c'est vrai que ça amène de nombreuses marques finalement à s'aventurer dans ce secteur. Vous vous êtes lancé en mars 2020. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, une démarche éco-responsable est obligatoire pour se lancer ? Ça dépend de son ADN, ça dépend pour qui. On voit des marques qui se lancent ou alors qui rajoutent ce produit dans leur collection, qui ne sont pas éco-responsables, et on en voit d'autres pour qui c'est un ADN. Nous, c'est notre ADN, donc forcément, voilà, et puis on est vraiment ancré autour de la Méditerranée et de la nature, donc c'est essentiel. Après, ça dépend de la cible client, c'est toujours pareil. Et on rappelle que vos maillots de bain, ils sont issus de filets de pêche récupérés en mer et qui représentent à eux seuls 55% de la pollution mondiale des océans. Exactement, des filets de pêche et des plastiques qui sont récupérés, qui sont nettoyés, broyés et retournés à l'état de matière première pour en faire du fil et de très beaux tissus qui sont... Tout est fait en Europe, donc c'est fait en Europe, majoritairement en Italie, en Espagne et en France. Voilà. Quel est le prix moyen de ces maillots de bain ? Alors nous, effectivement, comme on a une petite structure, on a aussi une petite structure de coût et on s'est lancé en ligne, donc on a un prix qui reste accessible en fait pour toute la démarche, autour de 130 €. Voilà. 130 €. Cédric Guéraud, Cache Piscine a été lancé en 2000. Vous comptez aujourd'hui 157 points de vente. Vous réalisez un chiffre d'affaires aux alentours de 262 millions d'euros en 2023. Alors votre secteur d'activité, il doit relever aujourd'hui plusieurs défis. En plus de l'inflation, des difficultés économiques, il y a l'impact du réchauffement climatique, vous venez d'en parler. C'est vrai que la question peut se poser aujourd'hui. Est-ce que les piscines ont un avenir ? Les piscines ont un avenir. En fait, ce qui est important, le vrai débat autour de ça, c'est la perturbation autour du cycle de l'eau. En fait, on n'a plus du tout les mêmes caractéristiques de ce qu'on a pu connaître auparavant. On a une ressource en eau qui se retrouve au devant de la scène parce qu'elle mérite d'avoir une valorisation différente. Donc oui, la piscine a un avenir. Nous avons récemment terminé avec Cache Piscine notre parcours avec la Convention des entreprises pour le climat. Nous avons organisé différents axes stratégiques avec des industriels et nul doute qu'en fait la piscine, quand elle va rentrer dans un écosystème global maison, va devenir vertueuse pour justement prendre soin de cette ressource en eau. Et justement, Cache Piscine, que propose cette enseigne en gestion raisonnée de l'eau ? Nous, en gestion raisonnée de l'eau, donc nous on a lancé pour la Journée mondiale de l'eau en mars 2023, nous avons pris 6 engagements qui sont notamment évidemment tournés autour de l'eau, son bon entretien, la bonne filtration et bien évidemment aussi tout ce qui est évaporation de l'eau pour conserver la ressource en eau dans ces mêmes piscines. Donc pour ça, on a lancé différents produits en partenariat avec des fournisseurs. Nous sommes une enseigne qui est énormément tournée vers la coopération. Et à partir de là, on trouve vraiment des solutions pour avancer. Est-ce qu'on peut penser quand même qu'avec le temps, comme on le disait avec Lauren Pusch, il y aura plus de spas, peut-être plus de services d'entretien, de réparation de parcs déjà existants ? Alors nous, c'est un axe majeur, justement ça fait partie d'un des engagements qu'on a pu prendre dernièrement, c'est augmenter la durée de vie des produits et toute cette question de la durabilité et de la réparabilité des produits est essentielle chez nous. Nous sommes une enseigne en DIY, donc pour nous c'est important que même ça soit de l'auto-réparabilité, donc accompagner le client pour avoir un bon diagnostic, les bons produits pour réparer et tout le process nécessaire pour être complètement autonome pour augmenter la durée de vie du produit. Réparer soi-même. Surtout si notamment à l'avenir la piscine va être au centre de votre écosystème dont vous faisiez allusion juste précédemment. Donc ça veut dire que du coup le consommateur devra être autonome dans sa gestion de son écosystème, la piscine au milieu de son système de traitement d'eau usée. C'est un peu ça ? Nous, de toute façon, nous sommes pour l'autonomie du client. Le client est au centre de tout pour nous. On écoute beaucoup nos clients, on fait en sorte d'aller dans son sens et de le rendre le plus autonome possible, avec surtout les bons gestes. C'est ça qui est important. On a énormément de pédagogie à mener demain sur tout l'écosystème piscine pour que les gens aient des actions raisonnées pour bien préserver leur eau. Merci Cédric Guéraud, Lauren Pusch, vous restez avec nous. On passe tout de suite au focus de la semaine. Et cette semaine, Arnaud Tizy, on va parler de l'impact de la météo sur les affaires. On vient de le voir, la météo, effectivement, a un impact très fort sur le business. Le climat a beaucoup de répercussions sur les comportements consommateurs, déjà. Il y a beaucoup de secteurs, la piscine, le textile, qui sont directement touchés, mais on peut penser également aux services, au tourisme, à la restauration, à l'alimentation. Bref, nombreux sont les secteurs dits météo-sensibles.
Mais au-delà des secteurs, souvent ça impacte les façons dont les consommateurs achètent. Si je donne un exemple, quand il fait mauvais, généralement, les commerces de centre-ville ont plutôt tendance à être délaissés et les consommateurs préfèrent aller acheter en commerce de périphérie ou sur le e-commerce. Donc c'est vrai que ces comportements de consommation, qui finalement jusque-là sont assez classiques, sont vraiment impactés par le dérèglement et le réchauffement climatique. Donc les prévisions qui deviennent de plus en plus compliquées à anticiper, et à prévoir sont effectivement importantes. Et là, aujourd'hui, le business de la météo est en plein boom. Le business de la prévision météo, on voit 3 usages principaux. 3 usages spécifiques et on commence avec le premier, le marketing ciblé. Le marketing, effectivement, le fait que des marques, des enseignes puissent lancer des campagnes de communication digitales, notamment en display, sur des périodes très précises. Il fait entre 20 et 30 degrés. Je pousse la promotion pour un maillot de bain, par exemple, ou pour un produit spécifique d'entretien pour la piscine, ou pour une bière, par exemple. Donc ça, le marketing ciblé, de façon assez, je dirais, classique. Le deuxième point, c'est la gestion dynamique des stocks. Les détaillants, notamment les retailers, en lien avec la météo, peuvent ajuster en temps réel leur stock. Et si je reprends l'exemple du textile, il fait beau, je commande plus de débardeurs, il fait mauvais, plus de pulls. Et enfin, le dernier usage, c'est l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Alors c'est un usage moins attendu, effectivement, et peut-être plus lors des moments de bouleversement un peu forts climatiques. Imaginez, il y a une tempête, il y a un anticyclone, il y a une tempête, il y a un cyclone. Ça va avoir des impacts très forts sur la logistique. Avec les prévisions météo couplées à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des modèles qui permettent d'anticiper, de prévoir et d'adapter les flux logistiques pour faire en sorte que les produits réussissent quand même, malgré les phénomènes météorologiques, à aller dans les magasins au bon moment, au bon endroit et pour assurer de la disponibilité produit et du coup d'assurer la satisfaction des consommateurs. Et je vous voyais hocher de la tête, Lorraine Pech. Est-ce que vous êtes reconnue dans certains usages? Qu'est-ce que vous utilisez comme solution? C'est vrai qu'on peut anticiper la météo, mais au final, si on fait des maillots de bain, bon déjà on va pas forcément faire des pulls, quoique. Mais le problème, quand on produit en Europe, et surtout auprès de petits ateliers, c'est le temps de réapprovisionnement qui est extrêmement long. Et nous, en fait, on commande nos maillots de bain un an à l'avance. Donc là, on shoot déjà... Vous travaillez en circuit court. On travaille en circuit court, donc forcément, si on veut faire attention à nos acteurs, il faut qu'on anticipe nos collections et on ne peut pas anticiper la météo. Après, encore une fois, il y a toujours un moment de l'année où il fait beau et on aura besoin de son maillot de bain. Et donc aujourd'hui, vous devez anticiper au moins un an à l'avance pour créer une nouvelle collection. Alors, votre marque, elle est présente sur Internet chez 40 revendeurs dans toute la France. Et vous-même, vous gérez aussi un magasin showroom à Toulon. Vous avez 2 cibles principales de clientes en ligne et en boutique. Est-ce qu'elles recherchent les mêmes produits? Pas du tout. En ligne, c'est la désirabilité du produit qui compte. Il faut avoir de belles photos, de belles vidéos. En boutique, c'est le service client et il n'y a pas les photos, il n'y a pas les vidéos. Donc du coup en ligne on a une cible qui est potentiellement plus jeune ou une femme qui est un peu plus sûre de son corps pour pouvoir commander à distance, et une personne qui va venir en boutique, déjà elle va chercher quelque chose qui lui va bien et c'est la vendeuse qui va réussir à faire le reste. Voilà. Et c'est quoi une posidonie? On se posait la question. La posidonie, il faut savoir ce que c'est la posidonie. Pourquoi avoir choisi ce nom? Parce que la posidonie, c'est la plante aquatique qui se trouve principalement en Méditerranée et qui nous protège en fait. Elle forme des bancs. Et ces bancs, en fait, protègent les côtes de l'érosion. Et en plus, elles permettent à la faune de se reproduire. En gros, c'est le poumon de l'océan. Et c'est le poumon de l'océan parce qu'en fait, elle produit plus d'oxygène à elle seule que toute la forêt amazonienne. Voilà. Intéressant pour ceux qui ne connaissaient pas la posidonie. Donc, Cédric Guiraud, dans la période économique actuelle, le prix, c'est le nerf de la guerre. L'achat, l'installation, l'entretien d'une piscine, ça a un certain coût. C'est sans doute pour cela aussi qu'on les choisit plus petites, donc moins chères, moins voraces en eau et en énergie. Quelle piscine me conseilleriez-vous, rapport qualité-prix ? Tout dépend de votre projet. Encore une fois, nous, on a la capacité, avec notre chaîne de magasins, de pouvoir s'adapter aux besoins du client. Il n'y a pas uniquement des questions de prix
lié au rétrécissement un petit peu des piscines, c'est aussi que majoritairement, on voit que les maisons ont des terrains de plus en plus petits, puisqu'on a beaucoup plus de division des terrains. Donc ça influence beaucoup le choix de la taille de la piscine. Il y a une dizaine d'années, le modèle référent, c'était des piscines qui étaient en 8 mètres par 4 mètres. Là, maintenant, on est plutôt sur des 7 mètres par 3 mètres ou 6 mètres par 3 mètres. Donc en fait, tout dépend de l'adaptation que vous souhaitez par rapport à votre terrain, votre projet, votre jardin. C'est ça, elle faisait, il y a 30 ans, les bassins faisaient 12 mètres de long, ils étaient beaucoup plus profonds. Aujourd'hui, on parle de 29 mètres cubes pour les piscines construites à partir de 2019. C'est ça. S'il fallait donner un ordre de prix. Après, encore une fois, ça dépend des professions. Nous sommes une chaîne de magasins, nous distribuons du matériel. Nous sommes des commerçants. Nous ne sommes pas des prestataires de services. Nous n'allons pas venir faire toute la maçonnerie et tout le travail attenant pour le montage de la piscine. Nous, sur un modèle comme ça, vous êtes à peu près à moins de 3 000 € pour le matériel. Prix auquel se rajouteront donc les frais d'installation et d'entretien. Le terrassement et après l'entretien. Et ça représente combien ? L'entretien, après, vous savez, c'est un petit peu comme une voiture. Il n'y a pas de vérité universelle. Une piscine, c'est... Sincèrement, l'analogie avec une voiture est très bonne. Plus vous allez rouler avec votre voiture, plus vous allez devoir dépenser, plus vous allez utiliser votre piscine, et moins bien vous l'entretenez, et plus vous allez dépenser. Après, cela dit, une piscine, si elle est bien entretenue, ne représente pas un coût excessif en termes de produits d'entretien. Le plus important, c'est de bien prendre soin de son eau, de son équilibre, et de respecter un bon temps de filtration. Et à partir de là... Et on en revient au geste, finalement, que les consommateurs doivent appliquer pour faire en sorte, finalement, de favoriser l'entretien et donc de baisser les coûts. Exactement, mais même au-delà de baisser les coûts, c'est prolonger la durée de vie. Une piscine bien entretenue, l'eau dans un bassin peut durer plus de 10 ans. Donc ça, peu de gens l'ont en tête. Mais une fois que vous avez mis l'eau dans votre piscine, elle peut durer plus de 10 ans. Donc c'est le bon temps de filtration, les bons produits avec le bon dosage au bon moment. Et à partir de là, votre eau, elle est saine et elle est tout à fait durable. Alors vous avez une croissance d'environ une dizaine d'ouvertures par an, essentiellement en franchise. Pour une bonne expérience client, vos surfaces de vente, elles font entre 800 et 1000 mètres carrés environ. Quelle zone ciblez-vous pour vos prochaines implantations ? Alors on est plutôt Nord-Loire, notamment sur... C'est étonnant ça comme choix. Oui, étonnant oui et non, puisque la densité Sud-Loire est déjà relativement importante. On sait que le parc de piscines est à construire aussi en Nord-Loire. Donc nous avons des régions comme la Picardie. Là récemment, nous avons ouvert une région comme Lyon avec un magasin non loin d'Auxerre, avec un nouvel adhérent qui nous accompagne. Et donc on a différentes zones qui sont ouvertes au recrutement dès à présent. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons ouvert le recrutement et que nous avons fait le salon de la franchise en mars dernier. Et je vois dans la liste Normandie, Bretagne, Finistère, c'est que des régions situées dans le nord de la France. C'est aussi, j'imagine, lié aux restrictions de sécheresse dans le sud ? Non, pas nécessairement. Encore une fois, c'est des zones aussi par rapport à la densité de nos magasins. Des zones à exploiter sur lesquelles nous ne sommes pas présents, des zones sur lesquelles nous avons identifié des potentiels au travers de différents outils, et ce sont des zones qui sont clairement ouvertes à l'exploitation pour nous. Pour lutter contre la fraude, l'État utilise depuis 2021 l'intelligence artificielle et des prises de vue aériennes pour détecter les piscines non déclarées. En 2023, le fisc français a découvert que 140 000 piscines n'avaient pas été déclarées par leurs propriétaires. Est-ce que vous pensez que ça peut refroidir certains clients à l'achat ? Très honnêtement, je ne pense pas, parce qu'en fait, encore une fois, une piscine, c'est un achat réfléchi, notamment une piscine enterrée, c'est un projet. Donc du moment qu'on a la réflexion de faire un projet, on veut bien faire son projet. Ce projet est là aussi pour valoriser le bien immobilier, ce projet est là pour faciliter les différents liens sociaux. Une piscine, ça n'est pas uniquement un bassin rempli d'eau, ça a énormément de facultés sociales, même au niveau de la santé. On parlait notamment des canicules, une piscine, ça sert aussi de moyen de rafraîchissement, ça sert aussi de rassembler autour de chez soi. Ça a vraiment énormément de vertus qu'on ne peut pas imaginer comme ça. Mais ça pourrait être un facteur du ralentissement des ventes depuis 2022. Non, je pense que le ralentissement des ventes, c'est aussi un effet de correction par rapport au Covid. On a connu une croissance assez hallucinante depuis 2020. On sait que c'est des marchés qui ont tendance aussi à se corriger. Et la mise en exergue du ralentissement des nouvelles piscines ne reflète pas non plus la totalité de la santé du marché. Encore une fois, plus il y a de piscines qui se mettent sur le marché, plus il y a de piscines à entretenir. Et donc, plus il y a de professionnels aussi qui peuvent s'occuper de ces clients-là, dont nous. Et peut-être qu'on rappelle que la France est quand même le deuxième marché mondial de la piscine. Et si je vais même plus loin, donc le premier marché mondial, ce sont les États-Unis. Mais si on rapporte ça à la densité mètre carré par habitant, la France est le premier marché mondial.
Les Français adorent leur piscine. Lauren Pusch, vos maillots de bain éco-responsables et durables sont produits en quantité limitée et en circuit court. Ça a un prix. Donc vous l'avez cité tout à l'heure, Oui. 130, aux alentours de 130 €. Oui. Quels autres relais de croissance compensatoires avez-vous aujourd'hui ? Il y a de nouvelles activités qui se développent. Bon, nous, on a de la chance, on est à Toulon. Et par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui vont se baigner l'hiver ou qui vont faire du longe-côte. Donc, ils vont rechercher un produit pendant l'hiver. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une activité tendance, ça, le longe-côte. Oui. Après, il y a le kitesurf, il y a du surf aussi à la Seine-sur-Mer. Voilà, donc il y a plein de relais d'activité durant l'hiver. Et après, il y a du relais produit. Donc nous, on va faire des sorties de bain, par exemple, pour pouvoir se changer en toute intimité sur la plage. On va faire aussi des petits sacs. Voilà, il y a d'autres produits qui sont autour de la mer qu'on va proposer. Oui, je vois sac banane. Ouais. Ça, c'est on sort avec son maillot de bain et un sac banane. Alors, c'était pas prévu. C'est la nouvelle tendance de cet été 2024, c'est ça? Alors, parfois, on teste. Et du coup, un jour, j'ai testé, j'ai montré sur Instagram. Et en fait, il y a 300 personnes qui m'en ont demandé juste suite à un post. Et on s'est mis à faire de la banane en jacquard français. C'est drôle. Voilà. Alors, aujourd'hui, le maillot, il sort aussi dans la rue ou en soirée. Est-ce que vos modèles y s'y prêtent aussi? On parle du bikini aperitivo, un terme que je ne connaissais pas non plus, le resort wear, où c'est vrai qu'on met son maillot de bain lors des soirées. Avec l'essor des réseaux sociaux, forcément, on a besoin de pièces aussi pour se montrer. Et puis même nous, dans le Sud, en fait, quand on met un maillot de bain, on aime bien ensuite aller déjeuner, on aime aller parfois avec des amis dans de jolis endroits. Donc oui, on aime avoir une belle pièce sur soi et pourquoi pas une pièce qui serve un petit peu de body et ensuite qu'on peut accessoiriser. Donc oui, les pièces un peu body fonctionnent très bien. Donc ça, vous y réfléchissez lors de la conception? Alors oui, on y réfléchit, mais après, c'est ce qu'on se dit avec Cédric. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de demander sur le terrain ce qui a fonctionné et d'aller nous-mêmes sur le terrain. Moi, je vais en boutique très régulièrement. Peut-être une autre question à poser à la start-up ou à l'intervenant, Arnaud. Vos challenges, c'est un développement plutôt via les spas, vos canaux de distribution à l'avenir? Alors là, on a commencé à se développer pas mal en grand magasin, mais c'est vrai que ce qu'on apprécie, c'est les boutiques de plage et avoir une relation avec les personnes qui ont leur boutique en propre, parce que c'est vrai qu'on a une relation un peu plus proche et on a une vraie remontée terrain. Voilà, et puis après, pourquoi pas encore plus de bananes. Plus de bananes. C'est noté. Alors, Cédric Guiraud, je regarde souvent Trustpilot. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps ce site. Alors, vous bénéficiez d'une notation moyenne sur 460 avis émis. Vous avez obtenu la note de 2,8 sur 5. 25% des avis ont donné 5 étoiles, 64% une étoile. Est-ce que vous comprenez ce genre de notation? Est-ce que vous regardez? Est-ce que ça vous pousse à vous améliorer aussi? Complètement. Pour nous, la qualité opérationnelle est très importante. Nous, on mesure la qualité en sortie caisse chez nous via le NPS. Donc l'ensemble des clients avec lesquels nous avons un point de contact sont sollicités, ils reçoivent un questionnaire. On a la note de 71 sur 100 sur le NPS. Il faut savoir que la moyenne nationale dans la distribution est à peu près aux alentours de 61-62. Donc nous avons plutôt un bon score. Par rapport au phénomène Trustpilot que vous citez, il y a deux grandes enseignes, notamment dans le sport et dans le bricolage, qui sont sur des notes inférieures à 2, avec des volumétries d'avis qui sont plus importantes, parce qu'après, tout est question d'animation. Nous n'avons pas choisi ce support-là. Nous travaillons donc beaucoup plutôt sur le NPS et les notes au travers de Google, sur lesquelles, depuis 1 an et demi, où nous avons vraiment misé sur cette qualité opérationnelle, on a de très très bonnes moyennes. Là, on atteint à peu près, je crois, 4,9 sur la note Google moyenne, ou 4,7. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt très bien et on est vraiment en grande croissance. Et ça, c'est le fruit du travail de tous les collaborateurs sur le terrain, aussi bien les adhérents que surtout les vendeurs qui font le nécessaire pour augmenter cette qualité opérationnelle. Oui. Un travail en équipe. Merci beaucoup Cédric Guiraud. On va passer aux chiffres de la semaine. Et cette semaine, on parle de produits qui sont météo-sensibles. Effectivement, il y aurait 70% de l'économie mondiale qui serait météo-sensible. Donc 70%, c'est un chiffre qui est donné par le département américain du commerce. Donc on pense naturellement aux produits météo-sensibles. On a parlé de la piscine ou du maillot de bain, mais les produits les plus météo-sensibles sont les brumisateurs, les eaux aromatisées, mais aussi les surémis. Ça, on s'y attendait un petit peu moins. C'est vrai, on ne s'y attend pas forcément. Exactement. Et après, derrière, suivent les produits solaires, les bacs à glace, qu'on peut effectivement un peu plus La crème attendre. solaire, on peut la mettre en hiver.
La crème solaire, on peut la mettre en hiver. D'ailleurs, il y a un vrai marché de la crème solaire en hiver, de protection, effectivement. On pense effectivement également à la bière, aux produits dits typiquement saisonniers, comme les barbecues. L'un des facteurs les plus connus, c'est un chiffre avancé par les brasseurs, qui disent que les ventes de bière entre 23 et 27 degrés en France, en l'occurrence, sont vraiment à la hausse. Par contre, au-delà de 27 degrés, les gens ne boivent plus de bière, ou alors ils boivent des bières sans alcool, ou des boissons non alcoolisées. Donc c'est vrai qu'on voit bien l'impact de se dire qu'entre 23 et 27 pour les brasseurs, c'est vraiment la période qui est idyllique. Mais bon, au-delà des brasseurs, il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent être touchés. On pense à la mode, par exemple. On parlait des maillots de bain tout à l'heure. Par exemple, là, on vient de vivre un printemps quand même, on va dire, mitigé, pour pas dire... Vous pouvez dire que le temps est pourri. Pas terrible. Ouais. C'est quand même le 4e mois le plus pluvieux de l'histoire en Météo France sur le mois de mai 2023. Et donc l'habillement, par exemple, a vécu une période difficile avec un moins 7,7% sur cette période-là. C'est également le cas de l'ameublement, de la décoration. Bref, on espère tous qu'avec le beau temps qui va revenir, tout ça va s'améliorer et ça illustre bien que la météo, c'est pas juste finalement une discussion de comptoir, mais c'est aussi un vrai sujet stratégique pour les enseignes de distribution. Et la preuve, on en parle aujourd'hui sur ce plateau en espérant que l'été va enfin pointer le bout de son nez. Merci beaucoup Arnaud, merci à tous les trois d'avoir animé cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine